Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris, en Ile-de-France, pour cette journée de dimanche. C'est tout d'abord la plus grosse saisie de cannabis jamais réalisée à Paris. 7 tonnes 100 ont été découvertes la nuit dernière dans 3 véhicules garés dans le 16e arrondissement. Nous retrouverons dans un instant Morgane Prévost à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, où s'est rendu, vous l'avez vu sur ces images, le président de la République, François Hollande. L'actualité, c'est aussi le centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement qui était ouvert aujourd'hui dimanche, effet immédiat de la loi Macron, le succès était au rendez-vous. Rouler dans le noir, des passionnés de cyclotourisme non-voyants font des balades en tandem, ça se passe à Nanterre et les clichés sur le handicap disparaissent. Tout au long de ce journal, c'est la femme de lettres Noël Châtelet qui nous accompagne. Elle commentera quelques sujets d'actualité et nous parlera de l'adaptation au cinéma de son livre La dernière leçon, un récit intime et bouleversant. Le film sortira le 4 novembre avec Marthe Villalonga et Sandrine Bonner. Un sujet de société, le droit de mourir dans la dignité. Noël Châtelet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour une bonne prise, c'est une bonne prise. C'est la plus grosse jamais réalisée en France depuis 7 ans. 7 tonnes 100 de cannabis dans des véhicules utilitaires la nuit dernière en plein Paris. On retrouve à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières Morgane Prévost. Bonsoir. Alors c'est une première. Autant d'un coup, on n'avait jamais vu cela. Tant et si bien que le président François Hollande est même venu sur place. Oui, c'était il y a quelques minutes. Il est venu voir dans les locaux des services des douanes cette marchandise très impressionnante. C'est tout simplement la saisie la plus importante jamais réalisée à Paris. 7098 kilos de résine de cannabis, cela représente 15 millions d'euros. Alors la drogue a été retrouvée dans le 16e arrondissement. Elle était entreposée dans le coffre de 3 fourgons garés sur le boulevard Exelmans. Vu le volume, on peut dire que la drogue n'était pas vraiment dissimulée. La marchandise était contenue dans 200 valises marocaines. Ce sont des sacs confectionnés avec du plastique et de la toile. Alors Morgane, est-ce que vous avez quelques éléments concernant l'enquête? Comment a-t-elle pu être menée? Alors cette saisie est le fruit d'une enquête de plusieurs semaines. Les douanes ont fait intervenir des maîtres chiens pour identifier les fourgons et donc confirmer leurs soupçons. Il n'y avait personne à bord des véhicules au moment de la saisie, donc il n'y a eu aucune interpellation, tout simplement parce que les services des douanes ont préféré ne pas attendre le retour éventuel des trafiquants pour des raisons de sécurité. Mais un important travail d'empreinte est réalisé en ce moment et devrait permettre de faire avancer l'enquête. Merci beaucoup Morgane Prévost pour toutes ces précisions. Bien sûr, l'édition nationale reviendra tout à l'heure sur cette affaire. L'actualité, c'est aussi la conséquence de la loi Macron. 3 semaines après la publication du décret autorisant les magasins à ouvrir le dimanche dans une douzaine de zones touristiques internationales. Et le centre commercial Beaugrenelle à Paris dans le 15e était l'un des premiers à accueillir ses clients aujourd'hui. Ce fut un franc succès, comme nous le montre le reportage de Frédéric Ovas et Fight Blumluber. Temps maussade à Paris et loi Macron. Une aubaine pour ce centre commercial situé dans l'une des 12 ZIT, zones touristiques de la capitale. 3 semaines après la publication du décret autorisant les magasins à ouvrir le dimanche, 3/4 des 110 enseignes de ce temple du shopping de 50 000 m² ont ouvert leurs portes et le public est au rendez-vous. Nous, on est pour, évidemment, puisqu'on travaille la semaine et donc le dimanche, ça nous arrange de pouvoir faire les magasins. Ça dynamise le quartier, là, il y a du monde. Le quartier est mortel. Si c'est du volontariat et si les gens sont payés plus, c'est super. Voilà. Mais après, si les gens sont forcés à travailler, ça c'est pas bien. Il y a des gens qui ont les moyens, qui n'ont pas forcément le temps de faire les courses un autre jour de la semaine. Donc c'est intéressant pour eux de pouvoir acheter ce qu'il faut le dimanche. En termes de fréquentation, ce dimanche, c'est un deuxième samedi. Sachant qu'un samedi, c'est 50% du chiffre d'affaires de la semaine. C'est un très grand succès. On escompte à 50 000 personnes pour ce dimanche. À l'heure où on se parle, on a un peu plus de 25 000, donc on est parfaitement dans la ligne des chiffres qu'on s'était donnés. La Fnac, Marks & Spencer, Sephora, H&M restent rideau fermé. Ces magasins sont toujours en négociation avec leurs salariés. Selon la loi, ceux qui travailleront le dimanche sont mieux payés et doivent être volontaires. À Beaugrenelle, 150 à 200 emplois nets pourraient être créés. C'est le premier dimanche de Clémentine. Je suis étudiante, donc du coup je cherchais à travailler que le dimanche et pas le samedi. Donc du coup ça correspond tout à fait. Normalement, si tout va bien, j'aurai 2 personnes en plus en CDI.
Ce centre promet à ses commerçants un bonus d'au moins 15% de leur chiffre d'affaires et mise sur les touristes qu'ils estiment déjà à 20% de leur clientèle. Autre bonne fréquentation, le salon Kid Expo. C'est déjà Noël à la porte de Versailles pour les familles et les enfants. Les jouets et les nouvelles technologies n'auront plus de secret pour eux. Quelques fabricants franciliens sont présents au salon. Ils tentent de résister aux grosses entreprises. Reportage de Bintou Sidibé avec Frédéric Askenazi. Est-ce que tu aimes bien les histoires de princesses? C'est vrai? Alors, je veux que tu glisses avec ton doigt et tu choisisses une histoire. Histoires de princesses, de pirates ou d'animaux, en tout 400 contes illustrés sont disponibles gratuitement. L'application a été lancée il y a 6 mois par un jeune Parisien soucieux de trouver chaque soir une histoire à raconter à ses enfants. Le site compte déjà plusieurs milliers d'utilisateurs, ce qui laisse présager de belles perspectives de développement. Nous avons aussi une petite partie publicitaire qui rentrera sur le site prochainement et sans doute une offre d'abonnement qui va venir dans un temps plus important prochainement pour que les parents puissent, à moins de 2 € accéder à une version premium, mais toujours avec une version gratuite et des centaines de livres disponibles. La gratuité, c'est ce qui fait la force du site, mais difficile de se faire une place dans le secteur du jouet où les grandes marques internationales dominent. Pour exister, les jeunes entrepreneurs doivent faire preuve d'innovation et de créativité, comme cette petite société installée dans les Yvelines. C'est vrai, on est sur un marché hyper concurrentiel. Par contre, nous, on est positionné dans le jeu personnalisé, on est positionné dans le jeu ludo-éducatif. Et c'est vrai que ça répond à vraiment un besoin, en tout cas des volontés des parents qui commandent. Et ça marche, puisque la start-up vient d'embaucher son premier salarié. S'installer sur un marché de niche, c'est aussi le choix qu'a fait cette jeune créatrice de poupées noires, originaire des Hauts-de-Seine. Ces produits sont disponibles uniquement en vente directe, faute de partenariat avec des grands distributeurs. On les a démarchés, mais on n'a eu aucun retour. Et d'un autre côté aussi, on hésite parce que comme on est une petite structure, on n'a pas les mêmes moyens que Mattel, par exemple, d'une grosse logistique derrière. Donc pour l'instant, on préfère vendre en direct parce que ça nous permet de nous assurer nos marges aussi pour pouvoir survivre. Survivre face aux leaders du jouet, un défi pour toutes ces sociétés franciliennes qui surfent sur l'intérêt de plus en plus fort des consommateurs pour les jeux connectés et interactifs. Alors Noël Châtelet, on n'arrête pas le progrès, y compris pour les enfants. Que vous inspire un tel reportage sur les jouets? La panique des parents, la frénésie des enfants. On se dit de temps en temps, il faudrait arrêter un petit peu tout ça et se dire qu'au fond, les enfants ne jouent jamais mieux que quand ils n'ont plus de jouets. Quand on parle de marché concurrentiel avec l'enfance, ça va ensemble, ça? On dirait, oui, mais on est en train de normaliser les enfants, comme on normalise aussi leurs parents, d'ailleurs. Non, mais c'est très très bien qu'on leur achète des jouets, mais enfin, regardons-les s'amuser tout seuls, avec leur propre imagination, et laissons-les libres de la faire vivre aussi. Un autre reportage, Noël Châtelet, qui va vous intéresser quand des personnes non-voyantes font du vélo. C'est à Nanterre. Depuis 2014, le club de cyclotourisme propose des balades en tandem. Cette activité supprime quelques idées reçues sur le handicap. Reportage de Fanny Bouteiller avec Laure Bignalet. On découvre un peu leur façon de voir la vie, la façon de ressentir les événements. Et c'est magique. Ils arrivent des fois à percevoir des choses que nous, on ne perçoit pas directement. Vous êtes trop lent. Vous êtes trop lent. Marc a perdu la vue il y a 6 ans suite à une opération de la cataracte. Son monde a changé du jour au lendemain. On a l'impression que le bus va nous frôler parfois, que la voiture va nous frôler. Donc, au début, j'étais vraiment angoissé, paniqué. Permettre aux non-voyants de remonter sur un vélo, l'idée a germé dans l'esprit de ce cycliste passionné en mai 2014. Ça coûte rien et ça fait plaisir à quelqu'un. Et moi, si j'étais handicapé, je serais bien content que quelqu'un m'emmène faire du vélo. Attends. Sur leurs 2 roues, les non-voyants disent retrouver un sentiment de liberté. Ça t'a plu aujourd'hui? C'était cool? Ah oui, c'était super. En plus, il n'a pas fait trop froid, il n'a pas plu, on a eu de la chance. Alors Noël Châtelet, vous êtes toujours intéressé au corps et au sens. Vous avez écrit un livre qui s'appelait « À contresens ». Alors là, ce sont des idées reçues qui en effet tombent sur le handicap. Il y en a beaucoup d'idées reçues sur les handicaps. Mais vous savez, on est tous un peu handicapés, hein. D'autres plus que nous, évidemment. Et ça oblige à déplacer un petit peu
la vérité et les idées reçues. En effet, comme vous le disiez très justement, je pense que regarder vivre un handicapé, d'où que vienne l'handicap, c'est apprendre sur soi-même. Cela nous amène à 19h11 à suivre dans cette édition les faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. Retour sur Actu reviendra sur la grogne des policiers contre la réforme pénale, la colère des avocats qui veulent maintenir l'aide juridictionnelle aux plus pauvres et la colère également des chauffeurs de VTC Uber. Et puis nous retrouverons notre invité Noël Châtelet. Le film adapté de son récit La dernière leçon sortira prochainement sur vos écrans. Noël Châtelet publie un autre livre qui est une suite à La dernière leçon. Nous en parlerons avec elle dans un instant. Mais avant cela, au lendemain de l'humiliation et du désastre historique subi par le 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde contre les All Blacks, tout le monde commande cette déception, au premier chef les enfants fans de rugby qui s'entraînaient ce matin à Meudon ou encore à Bagatelle. Ils sont tristes évidemment, mais la passion du rugby est intacte pour eux. Nous avons recueilli quelques-unes de leurs réactions. Une grosse raclée. Surtout qu'ils avaient que la force, les All Blacks, et c'est pour ça qu'ils nous ont rentrés dedans. C'était un peu triste pour l'équipe de France, ils sont vraiment passés à côté du match. Puisque les Néo-Zélandais, ils arrêtaient pas de marquer des essais tout le temps. Un peu triste, mais j'ai quand même envie de faire du rugby. Ce qui est nul, c'est qu'on n'a jamais été champion du monde. Voilà, et comme chaque dimanche, pour mettre un point final à une semaine qui s'achève, revivons les événements qui ont marqué l'actualité à Paris en Ile-de-France. La grogne des policiers contre la réforme pénale, la colère des avocats qui veulent maintenir l'aide juridictionnelle aux plus pauvres et la colère des chauffeurs VTC Uber. Un retour sur Actu préparé par Olivier Chaplet et Arlette Lelverne. Jamais vu depuis 30 ans, des policiers sous les fenêtres de la chancellerie remettent en cause la politique pénale. Il y a des décisions de justice qui ne sont plus compréhensibles aux yeux de la profession. On a l'impression d'interpeller des gens et que ces derniers ressortent rapidement. L'un des leurs blessés la semaine dernière à Saint-Ouen par un détenu permissionnaire en cavale a mis le feu aux poudres. Côté justice, cela ne va guère mieux. Les avocats tombent la robe et paralysent les tribunaux. En cause, la baisse des rémunérations prévues dans le projet de réforme de l'aide juridictionnelle, aide aux plus pauvres. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus d'avocats pour les défendre, donc qu'ils soient défendus de manière équitable comme toutes les autres personnes, mais aussi que l'avocat soit rétribué de manière honorable, parce que là, on est en train de se moquer de nous. 20% de baisse du tarif des courses imposé par Uber à ses chauffeurs franchisés sonne la révolte et la création d'un syndicat. On vient de comprendre qu'on a des droits et qu'on ne nous a jamais donné la chance de discuter ou de parler ou même de parlementer. Et aujourd'hui, on l'a. Et on a compris qu'en forme de syndicat, on pourra faire valoir nos droits dans le public, voire même plus haut politique. L'ubérisation de l'économie, ce n'est pas encore gagné. Après 35 heures de garde à vue, 5 salariés d'Air France mis en examen pour violence en réunion. Lors d'une manifestation, 3 cadres de la compagnie avaient passé un mauvais quart d'heure. Le procès est fixé au 2 décembre. Une nuit d'Halloween avec pour décor le plus grand cimetière en sous-sol de Paris. Ça vous tenterait? C'est une offre d'une société avec l'accord de la ville. Ça nous semble quand même, pour la CGT, la porte ouverte à un certain nombre d'excès dans la privatisation des espaces de notre patrimoine. En retour, le monument bénéficiera de plusieurs milliers d'euros. Et l'actualité, ce sera aussi le 4 novembre prochain, la sortie du film La dernière leçon, qui est l'adaptation du livre de Noël Châtelet paru en 2004, qui est d'ailleurs réédité ces jours-ci en livre de poche. Noël Châtelet, c'est un récit bouleversant qui relate la décision de votre maman de quitter cette terre, de se donner la mort à l'âge de 92 ans. C'était en 2002. Un livre qui exprime avec pudeur et intimité un sujet grave qui est celui de mourir dans la dignité. Alors, à l'écran, c'est Marthe Villalonga qui joue le rôle de votre maman, oui. Sandrine Bonner qui joue votre rôle. On peut le dire comme cela, ou est-ce qu'il y a une distance entre ce que vous avez vécu et ce film? Il y aura toujours une distance, bien sûr, de celle de l'intimité. Mais c'est vrai que Marthe et Sandrine portent ces rôles avec une telle justesse, une telle vérité, qu'il m'arrive moi-même de m'identifier et d'identifier ma mère à Marthe. Elles sont extraordinaires. Alors il faut se rendre compte tout de suite
en 1 minute 17 très précisément, une scène du film. Marthe Villalonga, donc Madeleine, qui a choisi de prendre en main la fin de sa vie. Elle a fixé le jour et les conditions de sa disparition. On regarde la scène où elle annonce sa décision le jour de son 92e anniversaire. Mes chéris, d'abord, merci. 1000 fois merci. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mon mari m'a aimée et m'a rendue heureuse. J'ai été comblée par mon métier de sage-femme. Et surtout, je vous ai, vous tous ici, près de moi, en bonne santé. Ma vie a été longue. Je suis si fatiguée. Je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, quand les choses deviendraient insurmontables, je souhaiterais partir. On en avait parlé, n'est-ce pas? Avant de devenir un poids pour vous et pour moi. Voilà. Le moment est arrivé. Ce sera le 17 octobre, dans 2 mois. Voilà, je crois, Noël Châtelet, que cette scène donne bien le ton du film. Il y a aussi, évidemment, des plages de respiration. Et Marthe Villalonga a aussi beaucoup d'humour, y compris sur un sujet très grave. C'était important, justement, de ne pas tomber dans quelque chose qui soit trop insupportable. Bien sûr, non, c'est pas un film pathétique. D'ailleurs, La Dernière Leçon n'était pas un livre pathétique non plus. D'ailleurs, si j'ai eu envie d'écrire La Dernière Leçon, c'est parce que nous avons aussi beaucoup ri avec ma mère pendant les 3 mois qui ont précédé sa mort, le compte à rebours en quelque sorte de sa mort. Et c'est important parce que le livre était plus un livre sur l'apprivoisement de la mort, une manière de la regarder autrement, justement. Et le film joue sur le même désir, si vous voulez, et dans la même tonalité. C'est-à-dire, effectivement, parler de la mort, dialoguer sur la mort, la regarder venir, tout simplement, avec le sens de l'humanité et du partage. Et c'est vraiment l'incarnation, là, d'un sujet d'actualité que l'on traite très souvent, qui est souvent tabou, d'ailleurs, aussi, et qui gêne certaines personnes. Est-ce que vous pensez que ce film, qui est un film magnifique, peut aussi choquer, entre guillemets, les gens, ou en tout cas... vous adressez à des gens qui ne sont pas d'accord avec ça? On ne peut pas ne pas être d'accord avec l'idée qu'on va mourir. On va mourir. Et je pense que c'est au contraire, les gens... Je le vois par rapport aux projections qui ont eu lieu déjà ici et là dans toute la France. L'accueil est extraordinaire. Les gens ont envie, justement, de briser ce tabou, de parler de la mort davantage. Mais ce qui est plus important encore, c'est que le film porte un message, comme La Dernière Leçon portait un message qui s'adresse cette fois aux politiques, aux législateurs. Il faut obtenir de nos législateurs qu'ils nous donnent le droit à mourir le jour où on le voudra, quand on le voudra, avec nos proches. Et on en est loin. Et ces décisions politiques prennent du temps. Elles prennent du temps. Le président de la République en a parlé, puis on n'en parle plus. Enfin, si on en parle, mais c'est toujours d'actualité. Mais vous voyez, je crois beaucoup, moi, aux artistes. Je me mets parmi les artistes, je suis un écrivain. Réalisateurs, acteurs, etc., pour porter les sujets de société. Et je pense que ce film va faire bouger les choses. Je l'espère de moi. Alors Noël Châtelet, vous accompagnez également ce film avec un livre qui est la suite à La Dernière Leçon, qui vient de paraître également ces jours-ci. Parce que c'est vrai que c'était difficile pour vous de passer de l'écrit à l'image. Et vous avez tenu à raconter comment tout cela est fait. Et le travail avec Pascale Pouzadou, la réalisatrice notamment. Alors, ça a été long d'admettre que je donnerais ce livre à adapter. Il m'a fallu du temps, il a fallu que je grandisse, et puis que j'avance dans l'idée qu'il était nécessaire que la leçon de ma mère soit portée encore plus haut et plus fort. Et d'une certaine manière, le film m'en donnait la possibilité. Alors, c'est la première raison. C'est une raison, je dirais, presque militante.
une raison morale, une raison philosophique. Puis là, dans ce livre, la suite à la dernière leçon, j'analyse justement cette métamorphose de l'histoire à l'écran. Et contrairement aux écrivains qui d'habitude fuient et ne s'y intéressent pas, moi au contraire, j'ai voulu aller voir de près comment se passait cette métamorphose, comment je la vivais dans mon intimité, mais comment aussi le sujet était pris en main par les acteurs, les actrices, comment les techniciens aussi sur le film se sont emparés de ce sujet, combien il est universel. En 2 mots, Noël Châtelet, justement, c'est universel. C'est une leçon universelle qui s'adresse à chacun de nous qui liront ce livre ou qui verront ce film. Une leçon sans sectarisme, je crois, simplement lumineuse. Merci infiniment Noël Châtelet de nous avoir parlé de la sortie de ce film le 4 novembre prochain sur les écrans, un film que je vous recommande. C'est la fin de cette édition. Avant de la refermer, je vous propose de revoir en images cette saisie record de cannabis, la plus grosse jamais réalisée à Paris. Les images viennent de nous parvenir. 7 tonnes 100 ont été découvertes la nuit dernière dans 3 véhicules garés dans le 16e arrondissement. Il n'y a pas pour le moment d'interpellation. Le président de la République, François Hollande, s'est rendu sur place et l'édition nationale, dans un instant bien entendu, revient sur cette affaire avec Catherine Matoche. Merci de votre fidélité. Demain, d'autres informations à midi avec Marianne Théolaire. Très bonne soirée à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.